me rends compte que je savais quand même le dire, donc j'avais pas besoin d'étudier. Voilà. Bon. OK. On vous écoute. OK. Ben c'est ça. Ben, André Cado m'a demandé, il m'a dit, bon, pourrais-tu venir pour parler un peu de tes thèmes de recherche, puis chez les Inuits. Puis j'ai pensé à ça, puis je me dis, bon, je n'ai rien préparé vraiment, mais je pense que je peux synthétiser un peu en y pensant. Bon, je travaille chez les Inuits d'abord, ça va faire 50 ans dans 2 ans. J'ai commencé première fois où je suis monté au Nord, c'était en mai 1965. Et à ce moment-là, j'étais étudiant, j'étais en fin de bac à l'époque, on allait même entre première et deuxième année de bac, là, ils nous encourageaient à aller sur le terrain, donc je suis monté au Nord, dans un village du Nunavik, à Quartac. Et à ce moment-là, les Inuits, ça ne m'intéressait pas vraiment. J'avais lu un livre que, peut-être en moi quand j'étais jeune, il y avait un livre qui faisait, dans toutes les bonnes familles canadiennes, françaises, catholiques, c'était un livre qui s'appelait Inuk au dos de la terre. C'était un missionnaire au bloc, le père... non, pas le père Schneider, le nom reviendra, un père qui est décédé depuis longtemps, qui avait écrit ça. Puis il disait, il montrait que les Inuits, là, c'était du pauvre monde, ils étaient sales, ils étaient bizarres. Il dit, quand il disait, à un moment donné, il dit, oui, un Inuk qui a tué un autre, parce qu'il a juste vu, l'autre était penché au-dessus de l'igloo pour mettre de la neige, il y avait un gros ventre, puis l'autre Inuk a dit, ah, tu sais, c'est drôle, un gros ventre qui a planté son couteau dedans. Toi, des histoires, bon, c'est peut-être vrai, remarque, là, mais disons, des histoires, puis tout le monde mangeait dans le même... dans le même plat, puis c'était dégueulasse, là, tout ça, bon, c'était vraiment tout ça, c'était pas tellement le goût d'aller chez les Inuits, n'importe où, non, pas n'importe où, mais bon, sauf qu'à un moment donné, quand j'étais en première année de bac à l'Université de Montréal, où j'étais, à la fin du trimestre d'automne, on dit, ben oui, là, on a de l'argent, on peut envoyer 3 étudiants chez les Inuits. Dans le Nord, dans le Nunavik, à l'époque, on appelait ça le Nouveau-Québec. C'était pas ça, le Nunavik, chez les îles du Nouveau-Québec. Et puis, bon, ben, ceux qui veulent donner votre nom. Moi, je voulais partir sur le terrain, n'importe où. Je vais donner mon nom, pour les Inuits, ça va être aussi intéressant qu'à j'ai donné mon nom, puis, bon, j'ai appris au début de l'hiver que j'étais un des 3 qui était choisi. Mes l'autre camarades d'études, bon, il y en a qui sont allés dans les Antilles, d'autres à Madagascar. Bon, les gens disaient, bon, ben moi, j'aurais peut-être dû avoir des ambitions. Mais je suis allé chez les Inuits, et dans une espèce d'expédition, c'était Rémi Savard, un prof, maintenant retraité de l'Université de Montréal, qui était responsable de ce projet-là. Et, mais le responsable immédiat, c'était Bernard Saladin d'Anglure, qui a été longtemps prof à Laval, ici, puis vous allez avoir probablement dans le cours à un moment donné. En novembre, je pense. En novembre. Et Bernard Saladin d'Anglure, lui, n'était pas professeur à l'époque. Il faisait son terrain il avait commencé son terrain de doctorat à Kanesuyuak, au Nunavik aussi. Et puis, on l'avait engagé un peu comme professionnel de recherche pour diriger les 3 étudiants. Parce que lui avait déjà été au Nunavik avant, il connaissait ça. Donc, on part. Et le premier thème, bon, on est parti en mai 65, et c'est Bernard Saladin qui avait les 3 étudiants nous on connaissait rien, donc il avait dit, bon, il y en a un qui allait à Kanirsuq. Moi, il m'avait dit, voudrais-tu aller à Quartac? C'est un village que lui-même, Bernard Saladin, avait visité. C'était le premier village du Nord où il était allé en 56, où il avait passé quelques semaines pendant l'hiver, début février 56, je pense. Et puis, une fille, Marie-Françoise Guédon, qui était allée à Ivouyévik. Et ce qu'il nous demandait de faire, nous, c'était amusant parce que le titre du projet, c'était Expédition anthropologique au détroit du Tsa. Ça avait l'air d'une grosse affaire, on était 3 étudiants. À l'époque, les conditions ils nous payaient notre billet d'avion, mais il n'y avait pas de... Si je me souviens bien, je pense qu'ils nous avaient donné 100$
chacun en argent en arrivant là-haut, il dit bon, tu te débrouilles avec ça là, pour l'été, pour tes dépenses, puis si t'en reste, ben, tu peux le garder. Bon, il ne restait pas grand-chose. Mais donc, je monte à Coartac. Et puis le thème, ça a été mon premier thème de recherche. En fait, c'était une espèce d'étude de communauté. Donc, c'est peut-être ce que j'ai fait qui concerne le plus l'architecture, même si je n'étudiais pas les bâtiments vraiment, mais c'était comment une communauté inuite est organisée. Hein, comment les gens qui vivent dans un petit groupe, c'est quoi leur relation les uns avec les autres. D'abord, c'est qui ce monde-là, d'où ils viennent, comment ça se fait qu'on trouve telle ou telle famille, telle ou telle personne dans ce village-là et non pas dans l'autre village. Et ça a été mon premier grand thème de recherche. Ce premier été-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas l'impression, on n'avait pas, qu'est-ce qu'on avait comme travail à faire? C'était pas comme aujourd'hui des questionnaires, des choses très structurées. Il s'agissait au cours de l'été de faire un peu le tour des maisons pour voir qui habitait dans chaque maison, demander aux gens, ça c'était des trucs qui intéressaient Bernard Saladin en particulier, les noms de chacun et d'où venaient les noms, pourquoi on avait donné tel nom. Comme vous savez, chez les Inuits, les enfants qui naissent, on va toujours leur donner au moins un nom qui réincarne ou qui co-incarne. Réincarne si c'est quelqu'un de décédé, co-incarne si c'est quelqu'un qui vit encore, une personne. Donc, c'est de voir pourquoi on avait tel ou tel nom. Voir aussi les relations de parenté, faire la généalogie du village, des gens du village, voir les relations de parenté entre toutes les familles du village. Voir aussi faire des cartes avec les lieux de chasse, là où on allait pour la chasse aux phoques, chasse aux belugas, chasse aux morses. À l'époque, il n'y avait pas de caribou. Le caribou ne remontait pas plus haut que Tassiouiac ou Gouac, il ne remontait pas plus haut, en fait, que la limite des arbres. Il était remonté plus haut autrefois, puis à un moment, il était disparu de la partie toundra du Nunavik, et à partir des fin des années 70, début des années 80, le caribou est remonté au nord, et là, il semble qu'il redescend. Donc, il y a eu un processus naturel, il y a des cycles dans les... Et là, semble-t-il, il va redescendre, là, les biologistes commencent à s'énerver, les Inuits chassent trop, tout ça, mais non, c'est pas ça du tout. C'est qu'il y a, peut-être les biologistes doivent le savoir, mais il y a des cycles dans les troupeaux de caribous sur des périodes de 60 ans, 100 ans, là, des cycles longs qui font qu'à un moment donné, il y a beaucoup de caribous, à un moment donné, ça disparaît, enfin, ils disparaissent, ils descendent plus au sud, puis les troupeaux deviennent plus petits, puis à un moment donné, les troupeaux se reconstituent, puis ils remontent plus au nord. Donc, lieu de chasse aux mammifères marins, les lignes de trappe aussi, à l'époque, le piégeage du renard était très important. Ça se fait encore aujourd'hui, mais c'est plus aussi important parce que les Inuits ont d'autres activités. Le prix des peaux de renard a sans doute diminué. Il y a eu des époques où, à l'époque, à Coartac, il n'y avait pas d'activité, il n'y avait pas d'emploi salarié, sauf il y avait 2 emplois salariés dans le village. Il y avait le concierge de l'école. Et puis, il y avait le concierge il y avait une station de météorologie à Nuvuk, Cape Hopes Advance, qui est à peu près à 6-7 km de Coartac, où il y avait 3 personnes, 3 Blancs qui vivaient là, puis qui, à toutes les 3 heures, qui devaient envoyer par télégraphe, des vieux télégraphe morse à Halifax, les conditions de météo. Donc, eux, ils avaient un concierge aussi, c'est une famille inuite, enfin, un monsieur et sa femme qui faisait le ménage. Mais c'est tout. Les autres Inuits à Coartac étaient dans tous les villages en dehors de Kuujjuaq, sauf peut-être un peu à Puuranito pour Inuktitut, mais partout, là, c'était la chasse, la pêche encore qui étaient les principales activités. Donc, le piégeage du renard était important. Et les gens partaient, ça se faisait en hiver, partaient en traîneau, puis généralement à 2, ils ne partaient jamais tout seuls, mais à 2 personnes, 2 hommes qui partaient en traîneau à chien et qui allaient, parfois faisaient une tournée, là, pouvaient aller jusqu'à 100-150 km à l'intérieur des terres en mettant leurs pièges. Et puis ensuite, ils revenaient, ils faisaient à l'envers leur circuit, puis ramassaient les renards qui avaient pu se prendre au piège.
Et ils faisaient ça peut-être 4-5 fois au cours d'hiver, et ça rapportait un certain revenu, les peaux de renard qui ramenaient. Donc, je devais faire des itinéraires de piégeage, ce qu'on appelait les lignes de trappe, et voir aussi qui allait trapper ensemble. On ne partait pas avec n'importe qui. Tu sais, ces équipes-là de 2 hommes qui allaient ensemble, c'était à peu près toujours le même. Donc, c'était quoi les relations de parenté éventuelles entre eux, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait le premier été. J'avais pas encore de sujet de mémoire de maîtrise. Je vous rappelle, c'était après ma première année de bac. Et je reviens à Montréal au mois début, premier jour de septembre. À ce moment-là, je ne parlais pas Inuktitut, je n'avais pas appris. Tout ce que j'avais appris avant de partir, on avait un cours d'Inuktitut déjà à l'Université de Montréal sur bobine de magnétophone. Puis j'avais appris à dire Nane Nunarapit, où habites-tu? Et puis Nane Inu Lertuviniovit, où es-tu né? Donc, j'allais frapper aux portes au début, je demandais aux gens, Nane Nunarapit, où habites-tu? Ils me trouvaient niaiseux, mais j'habite ici à Montréal. Si j'ai une maison ici, ici. Puis où es-tu né? Puis là, il me donnait un nom de. Il comprenait, il me donnait un nom de place. Puis là, moi j'écrivais à peu près comme j'entendais le nom, puis je ne savais pas trop ce que c'était. Puis, mais je ne parlais pas du tout la langue. En revenant à Montréal, j'ai commencé je suis allé peut-être une semaine ou deux après mon retour en septembre, j'ai pris le train, je suis allé de Montréal à Roberval. À Roberval, au Lac-Saint-Jean, il y avait, peut-être toujours, je ne sais pas, à l'époque, il y avait un hôpital, mais qui jouait aussi le rôle de sanatorium. Beaucoup d'Inuits qui souffraient de tuberculose. Et puis, ceux du Nunavik, au moins de l'est du Nunavik, du 3 jusqu'à Saint-Louis, Fouquejoie, qu'on les envoyait à Roberval. Donc, il y avait des Inuits de Quartac qui étaient à Roberval. Et je prends le train, je vais à Roberval. Bon, je vois les Inuits de Quartac sur d'autres villages, Kanisuk, Fouquejoie, etc. Je reviens, puis j'ai commencé, j'avais des bonnes relations, j'ai commencé à écrire à ces Inuits-là, de Montréal. Bon, évidemment, ils ne parlaient pas anglais. À Quartac, il y avait un homme, c'était le concierge d'école, c'est le seul adulte qui parlait anglais en 1965, parce que lui avait été 3 ans à l'hôpital dans le sud, on l'avait envoyé à Ganawake, je ne sais pas pourquoi, près de Montréal, il avait appris l'anglais là-bas. On lui parlait anglais, mais aucun autre adulte parlait anglais. Les enfants commençaient à parler anglais, parce que depuis 1960, il y avait une école à Quartac, et les enfants se débrouillaient en anglais. Mais les adultes, non. Donc, je commence à écrire et j'ai appris les caractères syllabiques inuits. Il y avait déjà un dictionnaire du père Schneider qui n'était pas encore publié, mais j'avais une version photocopiée. Schneider avait fait une grammaire aussi. Il y avait une version photocopiée du brouillon de sa grammaire. Puis avec ça, j'ai commencé à écrire des lettres. Puis j'envoyais ça, puis en une semaine, là, j'envoyais le lundi, je mettais ma lettre à la poste pour Roberval, puis pour mes lettres, parce qu'il y avait plusieurs personnes à qui j'écrivais. Et puis, eux recevaient ça au milieu de la semaine, ils me réécrivaient tout de suite, puis le vendredi, j'avais leur réponse. Lundi suivant, le fait que je pouvais leur répondre, lundi suivant, je leur envoyais une lettre. Donc, tout l'automne, j'ai écrit comme ça, puis quand je recevais les lettres, bien sûr, je ne comprenais pas grand-chose, mais en regardant dans Schneider, je traduisais du mieux que je pouvais. J'essayais de répondre selon ce qu'il me disait. Puis, à la fin de l'automne, je me souviens d'une lettre que j'ai reçue, une madame qui me disait « Tes premières lettres, on ne comprenait absolument rien de ce que tu nous écrivais. Ça n'avait aucun sens. » Je ne sais pas si tu écrivais en Inuktitut, mais c'était bon. Mes phrases n'avaient pas de bon sens. Mais maintenant, on commence à te comprendre. Donc, je commençais à comprendre la langue. Ce qui fait que au mois de mai 66, à la fin de ma 2e année à l'Université de Montréal, là, j'avais aimé ça. Donc, je suis remonté sur le terrain à Quartac une 2e fois. Puis en arrivant, je parlais Inuktitut. Les Inuits de Quartac disaient c'est vraiment bizarre. Quand tu es parti au mois de mai, au mois de septembre l'an dernier, tu ne parlais pas un mot d'Inuktitut. Tu as passé tout l'hiver chez les Blancs, tu reviens et tu parles Inuktitut. Tu sais, ça, c'est une espèce de quelque chose qui ne tenait pas debout. Là, mais, donc, je connaissais la grammaire, je pouvais faire des phrases.
Et ce que j'ai fait pendant l'été, bon, sur le plan linguistique, c'est d'acquérir du vocabulaire. Tu sais, vous avez acquis de plus en plus de mots. Et à ce moment-là, c'est comme ça que j'ai appris la langue. Deuxième été, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je commençais à travailler. À l'époque, les gens qui avaient fait le cours classique, on avait seulement 2 ans de bac à l'université. Au lieu de 3 ans, ce qui considérait que nos 2 dernières années de cours classique, c'était l'équivalent de 2 premières années universitaires, ou au moins une année universitaire. Donc, j'ai fait 2 ans de bac, ce qui veut dire qu'après ma 2e année de bac, au printemps 66, je remonte, là c'était pour ma maîtrise, pour ramasser des données pour ma maîtrise. Et à ce moment-là, j'ai choisi comme sujet de maîtrise la formation de la communauté de Coartac. Comment les gens étaient venus les Inuits qui étaient semi-nomades, étaient venus de différents endroits pour s'installer à Coartac et comment finalement ils s'étaient installés à partir de toutes sortes de camps saisonniers, des camps d'hiver, d'été qui étaient dans la région, ou un peu plus loin, comment un certain nombre de familles s'étaient installées à Coartac. Et puis aujourd'hui, à ce moment-là, il y avait un village de Coartac qui avait commencé à se former au début des années 60. Et c'était qui ces gens-là? En particulier, c'était quoi les relations de parenté entre eux? Et puis, ces relations de parenté-là, dans leurs activités économiques, est-ce que les gens collaboraient de préférence, avec des parents? Et j'ai trouvé que oui, effectivement, quand les gens allaient chasser les mammifères marins et sur les lignes de trappe, de piégeage, c'était souvent ils y allaient de préférence avec quelqu'un de leur proche famille, quand il y en avait. Moi, il y avait un monsieur qui, lui, n'avait pas de proche famille à Coartac, puis il me disait, c'est vraiment embêtant parce que mes 2 frères, ils vivent dans un autre village, puis ils ne sont pas là. Et, bon, quand je vais trapper ou je vais chasser, je suis mal à l'aise. Mais je dis, pourquoi? Tu sais, il y avait un beau-frère. Je dis, oui, mon beau-frère, il est jeune. Beau-frère, ça a encore 16-17 ans seulement, il ne connaît pas grand-chose. Tu as des cousins, oui, des cousins, mais c'est pas comme des dinos. Ça m'est resté. Il dit, nos frères, on peut avoir une confiance absolue en eux. Alors que les autres parents, même nos cousins, ben oui, il faut avoir confiance, mais on n'est jamais sûr d'eux autres. Et ça, c'était un principe que j'ai retrouvé, c'était amusant, au Vietnam. Travaillant plus tard, je travaillais aussi avec des Vietnamiens. Les Vietnamiens qui me disaient la même chose. Oui, la famille est importante, mais nos frères et sœurs, nos parents, nos enfants, tout ça, on peut compter sur eux absolument. Tu sais, s'ils nous font des mauvais coups, là, c'est extrêmement grave. Mais déjà, nos cousins, parents, oncles étant plus éloignés, ben oui, on va avoir des bonnes relations, mais on ne sait jamais. Donc, c'est un peu ça, c'est une façon de penser qui est peut-être assez universelle dans des sociétés où la parenté, là, sur le plan économique ou pour la vie quotidienne, joue un rôle important. Donc, j'ai finalement, bon, après passé l'été 66 au nord, je suis remonté à l'époque de Noël, 66-67, et j'ai fait un mémoire de maîtrise à l'Université de Montréal en anthropologie sur l'organisation de la communauté de Coartac. Et ça, c'était, comme je disais, c'était mon premier thème de recherche. Ensuite, on va voir, je suis passé à d'autres choses, mais comme j'ai toujours gardé le contact avec Coartac, je suis revenu, parfois après 9 ans, 10 ans, mais entre-temps, je gardais le contact avec des gens là-bas. Je suis revenu à Coartac quelques fois. La dernière fois, je suis allé il y a 6 mois, 6-7 mois, au mois de mars dernier. Et j'ai toujours vu comment la communauté se développait avec la Convention de la baie James en 1975, c'est devenu une municipalité. Bon, le développement du parc immobilier, l'installation de différentes organisations, l'école en 1965, en 1965, l'école se faisait dans le salon du professeur. Le professeur, c'était un bonhomme, c'était toujours à l'époque un célibataire, c'était un gars qui venait de la Saskatchewan, qui enseignait, puis comme l'école, il y avait eu une petite école qui avait brûlé l'année précédente, donc il faisait l'école dans son salon.
Mais dans son salon, il y avait à peu près, je pense, une dizaine d'enfants qui étaient à l'école. Donc, ensuite de ça, bon, avec la Convention de la Baie-James, c'est la Commission scolaire catholique, on a construit une grosse école, puis avec gymnase, puis etc. Donc, ça m'a toujours intéressé. J'ai continué à voir comment cette communauté-là s'est formée et comment, aujourd'hui encore, dans une communauté comme Coartac, on retrouve des traces de l'organisation communautaire pré-sédentarisation. À Coartac, il y a 3 grandes familles. Enfin, au début, il y a 3 groupes familiaux qui étaient dans différents, 2 qui étaient dans la région de Tuvalu, de la baie de Tuvalu, où est situé Coartac, qui étaient dans des camps séparés, qui se sont regroupés à Coartac. Et puis un 3e groupe qui était des gens qui étaient à Kidlinip, ou Port Burwell, d'un village qui était au nord de Kaniesu-Aludjuak, sur la rive est de la baie d'Ungava, un village qui a été fermé par le fédéral en 1978. Kidlinip, ils ont dit en 1978 aux gens, écoutez, le fédéral a dit, parce que ça ne dépendait pas, c'était sur une île, donc les îles appartiennent au Nunavut, ou à l'époque au territoire du Nord-Ouest, donc c'était le fédéral qui dirigeait ça. En 1978, ils ont dit aux gens, vous pouvez rester ici si vous voulez, nous autres on ferme l'école, et puis le dispensaire, donc débrouillez-vous comme vous voulez. Bon, évidemment, les gens ont décidé de partir ailleurs. Il y a une partie de ces gens-là qui sont venus à Coartac. Donc à Coartac, tu as ces 3 groupes, 2 groupes locaux, et puis les anciens de Kidlinip, de Port Burwell, qui ont formé le village. Et aujourd'hui, encore dans les mariages, par exemple, avec qui on se marie, la collaboration dans différents domaines, on voit encore qu'il va y avoir plus de liens sociaux à l'intérieur de chacun des 3 groupes qui ont originellement formé la communauté, qu'il y en a entre les gens de ces groupes-là. Et ça se manifeste de toutes sortes de façons. Quoique, depuis peut-être une dizaine d'années, ces liens-là ont tendance à s'effacer, ces séparations ont tendance à s'effacer parce que, avec les jeunes, il va y avoir beaucoup de mariages, mais de plus en plus de mariages d'un groupe familial à l'autre. Ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, mais maintenant, les jeunes qui cherchent des conjoints, là, ils vont avoir des conjoints disponibles, peu importe le groupe familial. Donc, organisation communautaire d'un village, c'est quoi un village inuit moderne, mais aussi quelles sont les relations, c'est quoi les groupes, les divisions familiales à l'intérieur d'un village. J'ai une question, vous l'avez peut-être dit, vous l'avez peut-être manqué. Là. À Coartac, en 66, on parle d'une population de combien? Bon, 66, la population, c'était 80 personnes. Oh, 80 personnes. En 65, il y en avait, je pense, 110. Mais à l'hiver, il y en a une trentaine, des gens qui étaient originaires de Kaniesu-Aludjuak. Il y a une trentaine de gens qui, pendant l'hiver, en 65-66, ils sont revenus à Kaniesu-Aludjuak. Donc, en 66, il y avait seulement 80 personnes, et puis divisé en 11 maisonnées. Il y avait 11 maisons, et puis 11 familles, chacune dans sa... Enfin, 11 maisons unifamiliales pour un total de 80 personnes. Bon, après ça, ça a recommencé à grossir peu à peu. Aujourd'hui, il y a, je sais pas quoi, 350 personnes ou quelque chose du genre, mais ça reste un des petits villages de Nunavik. Oui. Il y a combien de personnes par groupe, les 3 groupes familiaux? Les 3 groupes familiaux, ça c'est une question intéressante. C'est à peu près égal. Peut-être le groupe originaire de Kidlinip, il y en a un petit peu moins parce qu'ils sont arrivés plus tard, mais ça se divise à peu près également entre les 3. Ou peut-être, mettons, peut-être 2/5 du groupe A, mettons, du groupe local, 2/5 de l'autre groupe local, puis 1/5 les gens de Kidlinip. Ça compte la totalité de la population. Oui, pour Il n'y a pas des personnes qui sont complètement indépendantes de ces bandes-là. Tu peux toujours avoir 1 ou 2 individus qui tombent d'ailleurs, qui arrivent d'ailleurs, mais généralement, quelqu'un qui vient, généralement, ils ne resteront pas longtemps. Quelqu'un qui va venir s'installer à Coartac, c'est parce que, soit parce qu'il y a de la famille déjà là-bas, qui vivait peut-être dans une autre communauté, mais il vient joindre la famille, ou parce qu'il vient se marier
à Coartac. Donc, en se mariant, que ce soit une fille ou un garçon, ben, à Coartac, il va rentrer dans le groupe de sa conjointe ou son conjoint. Donc, tu n'as pas de gens complètement indépendants. Puis pour ces gens-là que vous aviez connus en 65 et 66, là, c'était... Où est-ce qu'on en était à la période de sédentarisation? Là? Parce que tout le monde parle à peu près des années 50. Oui. À Coartac, à ce moment-là, il y avait plus de camps d'hiver. C'est-à-dire l'hiver, tout le monde restait à Coartac, mais au printemps, les gens allaient, il y avait encore 2 ou 3 camps où une partie de la population, c'était pas tout le monde, ça devenait minoritaire à ce moment-là, mais une partie, mettons, peut-être sur 11 familles, il y avait peut-être 4 familles ou 5 familles qui partaient passer à peu près 2 mois, là, du mois de juin jusqu'au début, ou 1 mois et demi, dans des camps de la région de Coartac, pour l'endroit où il y avait plus de gibier au printemps, et puis qui revenaient ensuite. Mais ils avaient déjà tous des maisons permanentes dans le village. Donc, il y avait encore des mouvements saisonniers, mais est-ce que le nomadisme inuit ressemblait un peu à ça à l'époque où est-ce qu'ils se déplaçaient à un endroit l'hiver, puis après ça à un autre endroit l'été? Puis c'était à peu près les mêmes endroits qui revenaient tout au cours d'une vie? Oui, mais bon, pas de façon, c'est-à-dire que c'était flexible. Les gens pouvaient à un moment donné aller se joindre, mais pour aller, c'était toujours, quand on allait, on ne partait jamais vivre tout seul, là, à moins d'avoir tué quelqu'un. Bon, mais normalement, là, une famille qui partait ailleurs, c'est parce qu'ils avaient de la parenté ou quelqu'un qu'ils connaissaient dans un autre camp où ils se mariaient, ou etc., ou la parenté de leur conjointe ou de leur conjoint intérieur, puis ils disaient, ben tiens, viens ici, là, nous, on a beaucoup de gibier. Bon, à un moment donné, les gens étaient tannés du monde, qui partaient pour 2-3 ans vivre avec d'autres mondes, qui revenaient éventuellement. Mais c'était un peu toujours, les groupes avaient une certaine permanence. Parce que c'était des groupes familiaux, c'était généralement un couple homme-femme plus âgé avec leurs enfants et leurs petits-enfants, les enfants mariés, petits-enfants, donc qui formaient un groupe. Parfois, il y avait un frère ou une sœur du vieux couple, tout ça, donc c'était des groupes. Ça, ce groupe-là, on peut parler de quoi, d'une vingtaine, une trentaine de personnes? Ça dépend des saisons. C'était en hiver, il y avait plus de monde. En hiver, il y avait, semble-t-il, moins d'endroits où les endroits où on trouvait du gibier, ou qui étaient à l'époque, années 50, 60, 40, même 30, où on avait accès au territoire de piégeage, étaient moins nombreux. Donc en hiver, les gens se regroupaient peut-être... à Coartac, c'était pas énorme, c'était 40-50 personnes dans un même camp en hiver. Et à partir du printemps, ils allaient dans des camps de peut-être 10-15 personnes à différents endroits. Souvent l'été, ils déménageaient à un autre endroit. Et puis l'automne, il y avait des camps d'automne où une petite partie des gens allaient. Certains allaient au camp d'automne, d'autres restaient au camp d'été jusqu'aux premières neiges où ils revenaient au camp d'hiver. Et Coartac, en fait, au début, c'était un camp d'automne. C'était pas vraiment un camp, c'était surtout un camp d'automne. Le camp d'hiver, là, je ne vois pas la carte, c'était au sud de la baie de Diana, c'est Tuvalu. Mais à un moment donné, c'est devenu camp d'hiver, et à ce moment-là, en 1900, en fait, le village de Coartac, premier établissement de Blancs permanents, c'était en 1937, me semble, quand on a fondé cette station de météo, à quelques kilomètres du... Station de météo, on ne l'a pas mis, c'était pas au site actuel de Coartac, quelques kilomètres au nord, vraiment au bout de la péninsule, à l'entrée de la baie d'Ungava, entrée ouest de la baie d'Ungava. Donc là, il y avait des Blancs à l'année longue. C'est sûr que ça a attiré certains Inuits, parce que les Blancs pouvaient avoir, avec les déchets qu'ils jetaient ou des restes de construction, tout ça, ça pouvait être utile. Mais on ne s'est jamais établi parce que c'était le ministère des Transports à l'époque, eux interdisaient aux Inuits de s'établir à l'endroit de la station de météo. Mais il y a des Inuits qui ont commencé à ce moment-là à hiverner à Coartac, quelques kilomètres à cet endroit qui était un camp d'automne, qui est devenu camp d'hiver, donc à la fin des années 30, début des années 40, devenu camp d'hiver. Et puis, en 1947,
les catholiques, les pères Oblats, décident d'ouvrir une mission dans la région et ils décident de s'installer à Coartac, dans ce camp d'hiver de Coartac. Ils construisent une église, une chapelle, puis une résidence et ils s'installent là. Puis ensuite, en 1960, quand le gouvernement fédéral décide d'ouvrir une école, ben, ils ouvrent l'école à l'endroit où il y a le missionnaire. Donc, à l'époque où j'étais à Coartac, il y avait 2 établissements. Enfin, si on compte, il y avait la station météo un peu plus loin, mais dans le village même, il y avait à un bout du village, tu avais la chapelle avec la résidence du missionnaire, puis à l'autre bout, c'était l'école. Okay. Puis, sans vous éloigner trop de votre sujet, là, comment la décision s'est prise de faire des villages à tel ou tel endroit? Parce que là, au Nunavik, maintenant, il y a 14 villages, là, 14 villages qui sont des municipalités. Cette décision-là de faire des villages, elle s'est prise quand et comment? Ben, je pense que ça s'est pris, il y avait des endroits où il y avait déjà des établissements de Blancs. Que ce soit plus rarement des missions, mais souvent des magasins de la Compagnie de la baie du Son, ou un poste de police, etc. Donc des endroits comme, Cook-Duac, c'est spécial. Cook-Duac, il y avait eu la base américaine, puis il y avait un poste de traite, mais qui était de l'autre bord de la rivière depuis le 19e siècle. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, sur l'autre rive de la rivière, Cook-Duac, ont construit un aéroport. Tout ça, ça a attiré du monde, et c'est devenu le noyau. Kangirsouk, c'était un poste de la Compagnie de la baie du Son, qui était là depuis les années 20. Puis donc, le fédéral a décidé de s'installer là dans les années 50-60. Coartac, c'était la mission. Kangirsouk, Kangirsouk, il y avait une mission aussi depuis 1936, je pense. Puis il y avait aussi l'étude la météo aussi, là. Oui, Kangirsouk, il y avait eu une station de météo, mais ça n'avait pas été permanent. Non, c'était pas C'était dans les années 30, il y avait eu une année, je pense une année de polaire, je ne sais pas trop quoi, il y avait eu des études météo. Puis c'était tout ça. Saint-Louis, c'était un poste de traite. Compagnie de la baie du Son, Ivouillévic, c'était une mission, datant en 1938, je pense. Pour Veneto, poste de traite. Donc, c'était là où il y avait déjà des Blancs d'installer, pour une raison ou une autre. C'est là qu'on a fait des villages. À Coartac, le fédéral, dans le début des années 60, ou à la fin des années 50, voulait fermer le village. Ils ont dit, c'est trop petit, on va déménager tout le monde à Kangirsouk. Puis, pas de raison là, de construire une école là-bas, ça va nous coûter trop cher. Puis, il y a un type de Coartac qui vit encore, David Oupik, il avait demandé, le fédéral était venu le consulter, puis il avait dit, écoutez, êtes-vous ici pour aider les Inuits, oui ou non? Il a dit, oui, on aide les autres. Si vous voulez aider les Inuits, laissez-nous vivre ici, puis créer une école. Donc, ils ont finalement créé une école, fondé une école à Coartac, plutôt que de fermer le village. À Coartac, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de poste de traite. En 1965, le plus proche poste de traite, c'était à Kangirsouk, qui était à peu près à 150 km au sud. Donc, quand les gens allaient magasiner, il fallait partir en traîneau à chien en hiver ou en canot à moteur en été. En fait, vous auriez pu revenir avec votre 100 pièces dans vos poches. Oh, quasiment. Non, parce que je vivais dans une famille, donc je payais, à l'époque, on payait les gens 2 piastres par jour, nourris, logés. C'était pas cher, donc mon 100 piastres, c'est ça va durer tout l'été. Mais par curiosité, en 1965, qu'est-ce que ces gens-là mangeaient s'il n'y avait pas de... Ils mangeaient de la nourriture traditionnelle? Ils mangeaient seulement de la nourriture traditionnelle. C'était du phoque, pas de caribou, mais c'était de la viande de phoque. Puis, quand il y avait au printemps des œufs de canard et d'air ou de mouettes, des oies, printemps aussi, il y avait des outardes, des canards qu'on mangeait. Il y avait des... mais c'était surtout le fond de la nourriture, c'était le phoque, le bois du morse, du beluga, quand il y en avait. Les seules nourritures importées, c'était la farine, avec laquelle on faisait de la bannique, on mangeait de la bannique. Et ça, il fallait aller acheter la farine à Kangirsouk, buvait du thé. Donc le thé, les gens fumaient beaucoup, allaient acheter le tabac. C'était peut-être les 3, avec bien sûr les fusils, les munitions, mais comme nourriture, là, la farine, puis la poudre à pâte pour faire la bannique, le tabac, puis le thé, puis le sucre pour mettre dans le thé. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. C'était vraiment la base, les seuls produits externes
qu'on achetait. Le reste, c'était vraiment la nourriture locale. Et vous vous êtes rendu là comment? En bateau à l'époque? non, à l'époque, on montait en avion jusqu'à Cook-du-Wac. OK. De Cook-du-Wac, là, il n'y avait pas de service, au nord de Cook-du-Wac, il n'y avait pas de service régulier, mais il y avait les gouvernements qui avaient, eux, des écoles, des agents dans les villages. Ils nolisaient des avions. À Cook-du-Wac, il y avait 2 petites compagnies. Il y avait Saint-Félicien Air Service puis Wheeler Airlines, qui avait des petits des avions monomoteurs qui, eux, faisaient le service au nord. Mais là, quand on arrivait à Cook-du-Wac, il fallait aller... aller saigner, aller voir l'agent du fédéral, l'agent du... Il commençait à y avoir des agents du Québec dans certains villages. Il disait, bon là, je suis un pauvre chercheur qui monte Pointac, je n'ai pas les moyens de noliser un avion. Avez-vous un avion qui monte bientôt? On allait voir aussi les pilotes des compagnies. Là, il disait, oui, un avion qui va monter dans 2 semaines. Là. Fait que s'il y a de la place, pouvez-vous m'embarquer? OK. Là, il nous embarquait. Donc, ça ne nous coûtait rien pour voyager, mais il fallait. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est ça. Moi, il y avait un avion qui allait porter du matériel pour le centre d'études nordiques à Kaneso de Cook-du-Wac. Donc, je suis allé, centre d'études nordiques, OK, tu peux embarquer dans notre charter, notre vol d'Amésie jusqu'à Kaneso. Et de là, j'ai trouvé 2 Inuits. Il avait commencé à y avoir quelques motoneiges à l'époque, à Kaneso. Pointac, il y en avait 1 ou 2, Kaneso un peu plus. Donc, je suis monté à la motoneige en payant les gens, là, de Kaneso à Pointac. Et au retour, là, il y a un avion qui revenait de Kaneso-Uwak, qui a fait escale, qui descendait à Cook-du-Wac, il a pu me reprendre jusqu'à Cook-du-Wac. Donc, c'était vraiment, là, selon, occasionnel, les vols. Mais, ceci dit, une fois que je suis revenu, j'ai fini ma maîtrise, je pensais à faire un doctorat. Donc, et là, à ce moment-là, je m'intéressais à la langue, j'avais appris la langue. Et je pense que c'est Bernard Saladin-Langueux qui m'a suggéré, il dit, pourquoi tu ne ferais pas un doctorat en ethno-linguistique sur un aspect quelconque des rapports entre la langue et la culture inuit. Moi, il y avait un sujet qui m'avait frappé, que je trouvais intéressant, c'était comment les Inuits nomment les objets importés de l'extérieur. Ils avaient quand même, comme je disais, la farine, le sucre, quand même beaucoup de choses dans leur vie matérielle, déjà à cette époque-là, ils avaient déjà des maisons en bois, c'était des petites cabanes matchbox, là, 1 pièce, mais donc, il y avait quand même beaucoup de choses, ils connaissaient beaucoup de choses, donc comment la langue inuit avait donné des noms à ça. Donc ça, j'ai décidé de faire mon doctorat là-dessus. Je suis allé à Paris faire ça. Et j'ai eu mon doctorat, et c'est comme ça. Mon doctorat, c'était plus des questions de sémantique. Comment on a conceptualisé les objets modernes pour les nommer. Les noms c'était des noms descriptifs, ce qui sert à ci, ce qui sert à ça. Donc, voilà, j'ai fait une analyse de ça. Quand j'ai eu fini mon doctorat, on est rendu en 72, j'ai eu tout de suite un poste à l'Université Laval de prof. Le département d'anthropologie venait d'être fondé 2 ans auparavant, donc il recrutait du monde. J'ai été engagé comme prof à Laval. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faudrait que je me trouve un projet. J'étais allé seulement au Nunavik depuis 65, j'aimerais visiter le Nord. Fait que quel genre de projet? Je me suis dit, tiens, je vais développer un projet sur les dialectes inuits. Parce qu'à l'époque, on disait, oui, il y a différents dialectes inuits, mais il n'y avait jamais eu d'études systématiques là-dessus. Tu sais, c'est quoi les dialectes inuits? C'est quoi les différences? Y a-t-il des limites entre les dialectes? Il dit, je vais faire ça, puis ça va me faire voyager, au moins dans l'est de l'Arctique. Donc, j'ai fait une demande de subvention, une subvention là-dessus pour aller, au Nunavut, terre de Baffin, côte ouest de la baie d'Hudson, etc. Puis peu à peu, comme ça, je me suis intéressé à la dialectologie ensuite, c'est-à-dire les limites entre les dialectes inuits. Sur ça, j'ai eu l'occasion de travailler dans l'ouest de l'Arctique, delta du Mackenzie, Tuilato-Kinuvik, au Groenland de l'Est, qui a un dialecte spécial, etc. Mais je travaillais là-dessus. Mais en même temps, je gardais toujours mon intérêt pour les études de communauté. Je suis retourné à Pointac au début des années 90, puis j'ai publié un livre en anglais. Enfin, j'ai publié un premier livre en français sur Pointac en 84, Organisation communautaire. En 88,
2017, j'ai publié un autre livre en anglais qui était aussi sur modernité et identité dans un village inuit, qui était sur Poirtac ensuite. Donc, je continuais cet intérêt pour les études de communauté, les études linguistiques, et à partir des années, fin des années 80-90 aussi, je me suis dirigé. La linguistique pure, là, ça ne m'intéressait pas vraiment. Je n'étais pas vraiment formé pour ça. J'ai un doctorat en linguistique à Paris, mais je n'ai jamais suivi de cours de linguistique, vraiment. Au moins, bon, j'ai vu quelques séminaires à Paris, mais je n'ai pas de formation en linguistique, puis ça, je trouve ça plate, là, des vrais linguistes, là, parce qu'il n'y a pas de linguistes dans la salle. Des gens que je trouve parfois, bon, des fois, ils sont dogmatiques, ils ont des théories, puis il faut quoi, ils connaissent les conclusions de leur recherche, parce qu'ils appliquent la théorie avant de faire la recherche. Donc, à ce moment-là, je me suis plus intéressé aux questions de langue et identité inuit. Dire, tu sais, les Inuits modernes, justement, jusqu'à quel point la langue est importante pour eux, ou ne l'est pas. Et puis, c'est quoi les conditions d'utilisation? Pourquoi, dans certaines régions, à Iqaluit, les jeunes Inuits, on les entend juste parler anglais, même ailleurs dans l'Arctique, alors qu'à d'autres endroits, les jeunes, quand même, continuent à parler la langue, même si les vieux disent qu'ils ne savent pas parler leur langue, ils parlent quand même couramment, même si ce n'est pas exactement la langue de leurs arrière-grands-parents. Là. Mais je me suis intéressé à ça, donc j'ai fait des recherches là-dessus. En particulier, on a eu une recherche avec le Nunavut Arctic College pendant une douzaine d'années. Je travaillais à Iqaluit, mais à Iqaluit aussi, il y avait des gens qui venaient d'autres communautés avec qui on a travaillé sur l'usage de la langue. Pourquoi? C'est-à-dire quelle langue ils parlaient au travail, à la maison, etc. Inuktitut ou anglais. Et puis, pourquoi ils faisaient ça? Puis est-ce que l'Inuktitut était important pour eux, etc., etc. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Puis, ça a amené à voir, ben, c'est quoi le rôle de la langue dans l'identité inuit. C'est aperçu que les Inuits, pour eux, la langue, c'est très important. Ils vont toujours nous dire, oui, la langue, c'est essentiel. Est-ce qu'on peut être Inuit si on ne parle pas Inuktitut? Beaucoup disaient, ben oui, si tes parents sont Inuits, t'es Inuit, mais t'es pas, souvent ils disaient, t'es pas un Inuitwinak, t'es pas un véritable Inuit. T'es pas complètement Inuit si tu ne parles pas la langue. Mais effectivement, ça me semble intéressant ça, parce que moi je ne savais pas, mais j'ai appris que dans les écoles primaires au Nunavik, les 3 premières années, pour l'école publique, qu'on soit blanc ou anglophone, francophone, si on a des enfants, on les envoie à l'école. Oui, les 3 premières années sont en Inuktitut pour tout le monde. Et ça, c'est quand même assez fort comme décision. Oui, mais en même temps, ce qui n'est pas fort, c'est qu'à partir de la 4e année, c'est juste en anglais ou en français. Là, c'est complètement oublié. Mais c'est quand même... Donc, par exemple, si on compare aux Inuits, par exemple, c'est pas ça. Là. On n'a pas encore... Il y a beaucoup de gens qui mettront pas cette priorité-là. Ou comme par exemple, je sais pas, moi je pense à la communauté des Sipit, où il n'y a même pas d'école dans la communauté. Les jeunes Inuits vont aux escouades. Ben, Sipit, ils ne parlent pas la langue depuis... Donc le rapport à la langue, l'importance de la langue n'est pas... Non, mais c'est ça, mais ça partout chez les Inuits, soit au Nunavik, au Nunavut, c'est la même chose. C'est l'enseignement dans la langue en Inuktitut, les maternelles première, deuxième, au Nunavut, ça va jusqu'en 3e année, je pense. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'à partir pourquoi les jeunes parlent de plus en plus, je pense, au Nunavut qu'au Nunavik, on va les entendre beaucoup plus parler anglais. En bonne partie, c'est parce qu'à partir de la 3e ou 4e année, l'enseignement se fait dans là. Il y a toujours des cours de culture, un petit peu de langue inuit, ça dépend de la disponibilité des profs, ça varie d'une école, d'un village à l'autre. Il y a des villages qui veulent, s'ils veulent, dans des écoles, enseigner seulement en anglais, ou au Nunavik, anglais et français, les 3 premières années, ils ont le droit de le faire. Je pense qu'à Coupjouac, l'Inuktitut a commencé. Moi, entre autres, j'étais scolarisée en immersion française. À l'époque, il y avait les cours de français à partir de la maternelle. Mais à cette heure, ça fait, je pense, une quinzaine d'années que
à cette heure, c'est comme notre première, maternelle jusqu'à 2e année obligatoire. Il n'y a plus de... Pour tout le monde, tu n'as plus d'immersion. Non, il n'y a plus de cours. Okay, c'est même difficile. Mais l'immersion française, avais-tu des Inuits ou c'était juste les Blancs francophones? Non, c'est ça. Bon, Iqaluit, tu as encore le choix aussi dans des gros villages. Iqaluit, tu as le choix entre l'immersion, enfin, il va pas ça, de l'English Stream puis Inuktitut Stream. C'est le courant Inuit, le courant anglais. Puis des Inuits qui veulent envoyer leurs enfants dans le courant anglais, mais ces enfants-là n'auront jamais de cours d'Inuktitut. Et les Blancs, je pense, il n'y en a peut-être pas beaucoup, qui veulent que leurs enfants apprennent l'Inuktitut, peuvent envoyer leurs enfants dans le courant Inuktitut. Mais pour moi, mais je me dis, de toute façon, moi, le problème, quand ils ont fait ce type d'enseignement-là, les premières années dans la langue locale, c'était basé sur des programmes qui avaient été faits aux États-Unis en particulier, où on avait prouvé qu'un enfant, si on veut qu'il parle bien la langue majoritaire, il faut le scolariser dans sa langue maternelle. C'était surtout pour des enfants d'immigrants. Aux États-Unis, tu avais des petits Haïtiens aussi qui parlaient créole, des petits Chinois qui parlaient chinois, puis on s'apercevait que quand on les mettait en maternelle, en première année, en anglais directement, ils avaient des problèmes. Donc, on a dit, il faut, question de droit personnel, pour qu'ils soient égaux, on leur enseigne dans leur langue. Donc, on avait des écoles où il y avait assez de petits Haïtiens ou de petits Chinois ou d'autres, on leur enseigne dans leur langue les premières années parce que ça va leur permettre de mieux, avec quelques cours d'anglais déjà, de mieux passer à l'anglais. Puis ça, on a pris ça, puis on a appliqué ça aux communautés autochtones. En Alaska, on a fait ça dans les écoles inuites puis d'aînés d'Alaska. Ça dépend encore des écoles, mais beaucoup, c'était ou c'est comme ça aussi. Premières années dans la langue locale, puis ensuite en anglais. Mais c'est un programme, puis une méthode qui est faite pour favoriser l'apprentissage de la langue majoritaire. Donc, les petits Inuits, on leur enseigne dans leur langue, c'est très beau, mais c'est une méthode d'enseignement qui est faite pour favoriser ensuite qu'ils puissent connaître mieux l'anglais ou le français. Donc, il y a quelque chose, idéalement, moi je le dis depuis très longtemps, idéalement, il faudrait que l'enseignement se fasse en langue majoritaire, en Inuktitut. Toute la formation. Toute la formation, jusqu'à la fin du secondaire, avec bien sûr l'anglais et le français, mais enseigné comme langue seconde. Je sais que ça ne se fera jamais, parce que ça coûterait extrêmement cher, les ressources. Et de la formation des profs, il faudrait envoyer des dizaines de profs inuits formés comme profs, puis bon, là. Mais ça se fait au Groenland, c'est comme ça. Groenland, tout l'enseignement se fait en inuit groenlandais, jusqu'à la fin du secondaire. Est-ce qu'il est très différent? Est-ce que c'est un dialecte qui est très différent? C'est très différent, mais c'est compréhensible quand même, c'est la même langue. Donc, ça se fait en groenlandais, et puis, groenlandais, c'est la langue de tout le monde. Puis, au Groenland aussi, c'est différent, mais toutes les communications publiques, gouvernementales, les documents, c'est tout en bilingue, en Inuktitut et en danois, mais c'est en groenlandais, et en danois. Mais le groenlandais est la langue officielle du Groenland. Mais ils disent, c'est amusant la façon dont c'est dans la loi du Groenland, la langue officielle du Groenland, c'est le danois, c'est le groenlandais, mais pour ne pas causer de troubles à ceux qui ne parlent pas groenlandais, mais ça c'est les Danois, près de 10% de la population du Groenland est danois, on doit offrir des services en danois pour les gens qui ne parlent pas groenlandais. Mais donc, c'est pour ça, ça je vais terminer là-dessus, mais c'est un peu cette histoire de langue et identité chez les Inuits. Pour moi, c'est important parce que tous les Inuits, j'ai jamais vu d'Inuits qui disaient langue Inuit, là, peut-être des jeunes qui vont dire ça, mais je pense qu'à un moment donné, quand ils vieillissent, là, ils changent d'idée. Mais en même temps, je veux dire, les conditions qui font que la langue Inuit peut vraiment se développer et devenir la langue principale, au moins au Québec ou au Canada, elles ne sont pas là. Bon, c'est quand même moins pire si on va dans l'Ouest canadien, les Inuits de l'Ouest, puis ceux d'Alaska, puis ceux du Labrador ici. Eux autres, leur langue est disparue. Enfin, disparue. Il y a encore des vieux qui la parlent, mais les jeunes, la langue qui est transmise puis aux jeunes, des jeunes, ça peut aller des gens de 40-50 ans, là, c'est l'anglais. Donc, la langue n'est plus connue que de 20-30% de la population.
Mais même dans des endroits comme ça, ils ont souvent des cours de langue inuit comme langue seconde. Ça va peut-être pas bien, il n'y a peut-être pas grand monde qui l'apprend vraiment, mais au moins les jeunes on leur apprend des éléments de langue inuit. Monsieur Doré, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais ça serait. J'aimerais ça qu'on réinviter parce que je trouve qu'il y a une piste aussi là, au niveau de la relation, les mots de la maison, parce qu'il y a beaucoup de mots de la maison qui sont nouveaux. Ça serait curieux, je serais curieux de voir comment on a nommé ces mots-là, puis comment on adapte notre conception de ce qu'on avait comme maison ou abri ou igloo avant à la maison. Ça, je serais curieux de voir ça. Puis, écoutez, nous, on espère encore pouvoir se déplacer à Salouit et à Omiouiac à la semaine de lecture. Puis, ça serait bien de vous revoir après, parce qu'on va avoir probablement plein de questions auxquelles on n'aura pas répondu, des tonnes. Puis, ça serait intéressant, si vous accepteriez, de revenir, là, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Là, on a écouté Pascal ce matin, la dernière fois, on avait eu Andréane et tout. C'est un monde inimaginable. Là. Moi, j'ai juste une petite question concernant, parce que vous connaissez les Vietnamiens aussi. Les Asiatiques, les Chinois, les Vietnamiens, c'est des gens qui tiennent beaucoup à leur langue. Hein? À plusieurs générations, après être sortis de Chine ou du Vietnam, ces gens-là, puis je me rappelle, on en a déjà parlé, parlent encore vietnamien et mangent encore vietnamien. Et ça, c'est quand même assez fort, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui viennent ici, et en l'espace de même pas une génération, ils ne mangent plus la nourriture de leur pays, ou très peu, et on change. Et pensez-vous que voyez-vous que les Inuits un petit peu dans le même... est-ce que c'est un peu le même pattern, est-ce que vous voyez cette même association-là, même force avec la langue? Ou, Oui, probablement, mais pour les Vietnamiens, c'est peut-être... chez les Vietnamiens aussi, on s'aperçoit que les enfants ou les petits-enfants, souvent, parlent toujours un vietnamien. peu. Même si les parents aimeraient bien qu'ils le fassent, mais ils le parlent pas. Puis souvent, les parents ont dit, ben écoute, c'est normal, tu sais, on n'est pas chez nous, c'est normal qu'ils apprennent la langue. Mais la nourriture, c'est divers. Souvent, la nourriture, ça reste... Il y a eu des études là-dessus, hein. Souvent, tu as des gens, des descendants d'immigrants, que la seule chose qu'ils vont avoir, tu sais, ils vont dire, oui, moi, je fais des descendants d'Ukrainiens à Noël, à Pâques, on fait des œufs colorés, qu'on mange tel ou tel plat, puis le reste, ils ne parlent plus la langue, ils s'identifient comme des Américains ou des Canadiens. Mais sinon, ça serait intéressant. Mais pour les Inuits, c'est sûr que par contre, la différence aussi pour des gens comme les Vietnamiens ou les Chinois, c'est que tu as toute aussi une littérature écrite dans la langue où tu peux te référer à ça. Puis, alors, pour les Inuits, c'est une littérature orale, c'est une tradition orale. Puis quand tu ne parles plus la langue, transmettre la tradition orale inuit en anglais ou en français, c'est plus la même chose. Bon, on aurait beaucoup de choses à dire sur ça, en tout cas. Merci beaucoup, M. Doré. Merci beaucoup, Pascal. Voilà, nous, on se revoit mardi avec du nouveau. Bon voyage? Oui, c'est une chance. On a encore un peu de temps en déplacement. On n'est pas tout à fait prêt. Ça va venir vite? Oui, ça va venir bien assez vite. Merci. Je vais juste... T'as pas demandé comment ça les gens de Parce que parce que les gens, une partie des gens qui déterminaient de quoi faire parce que c'est un endroit où, au début des années 60, les années 50, il restait à peu près 2-3 familles seulement. J'ai entendu ces gens de cette année sur ça. Les gens qui venaient de Labrador, la fête de Oui, non, c'est oui, je connais bien. C'est ça, elle était originaire du Labrador. Elle, Sophie est originaire de Skipon, dans le nord du Labrador. Le village a fermé en 59. Sa famille a déménagé à Marco.